Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le débat qui se prépare demain au Sénat promet d'être passionné. Gauche et droite vont s'affronter sur la question du droit de vote des étrangers. Le Premier ministre François Fillon ira lui-même au combat pour marquer son opposition à ce texte que la gauche sénatoriale défend. L'air grave, le ton posé, il a annoncé officiellement sa candidature. François Bayrou s'engage pour sa 3e campagne présidentielle. L'homme croit toujours en son destin présidentiel, mais son entourage affirme qu'il a changé. Pour le vérifier, notre invité ce soir, c'est le bras droit de François Bayrou, une amie, une fidèle parmi les fidèles, et puis une amie aussi, Marielle de Sarnez. Le Rafale de Dassault serait-il en sursis? En tous les cas, l'hypothèse d'un arrêt de sa production a été évoquée par le ministre de la Défense si Dassault ne trouve pas de clients à l'étranger. Gérard Longuet précise toutefois que la production pour l'armée française ne s'arrêtera pas avant 2030. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un débat qui cristallise le clivage gauche-droite. Le droit de vote des étrangers aux élections locales sera en débat demain au Sénat. Et pour contrer ce texte, le Premier ministre François Fillon descend dans l'arène. Et pour le défendre, le président du Sénat, Jean. Pour une preuve du caractère hautement politique de cette question, le chef de l'État est également intervenu. Flora Sauvage. Ce soir, Nicolas Sarkozy en personne est monté au créneau. Pour le chef de l'État, désormais opposé au droit de vote des étrangers, la gauche cherche à s'attirer le vote communautaire à l'approche des élections. La nouvelle majorité sénatoriale qui a déposé une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections municipales entend faire voter cette mesure symbolique. Demain, le texte devrait passer de justesse, malgré l'incertitude des radicaux de gauche. Ce sera un vote très serré parce qu'il y a beaucoup d'élus, y compris en dehors de mon groupe, même à gauche, qui sont des gens qui considèrent que cette proposition n'est peut-être pas la meilleure venue dans le climat politique que nous avons à l'heure actuelle. Au groupe RDSE, qui rassemble des radicaux de droite et de gauche, certains sénateurs sont mitigés. Jean-Pierre Chevènement ne prendra pas part au vote, d'autres vont voter contre. Demain, fait plutôt rare pour une proposition de loi, François Fillon va venir défendre le point de vue du gouvernement. Pour la droite, le droit de vote est indissociable de la citoyenneté. Il faut qu'on manifeste clairement notre opposition et il y a des dispositifs réglementaires qui le permettent. On peut toujours aboutir à un vote. Je ne sais pas à quelle heure le vendredi matin. Demain, dans l'hémicycle, les sénateurs de l'opposition vont multiplier les prises de parole. L'UMP a déposé 3 motions de procédure pour marquer son opposition au texte. Face au Sénat, Marine Le Pen appelle à manifester contre le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Et puis il a promis de sortir la France de l'impasse et du brouillard. François Bayrou a officialisé sa candidature à la présidentielle dans l'après-midi depuis la Maison de la Chimie à Paris. Pour sa 3e course à l'Élysée, le député béarnais, âgé de 60 ans, a soigné ses mots et laissé peu de place à l'improvisation. Dans un instant, nous recevrons pour en parler son bras droit, la vice-présidente du MoDem, Marielle de Sarnez. Mais d'abord, retour sur ce discours de lancement de campagne avec Fabrice Cunet. Il se présente en homme libre. Pour l'annonce officielle de sa candidature, François Bayrou a ressorti la petite musique qu'il avait amenée à 18% au soir du premier tour en 2007. Ses priorités n'ont pas changé, production, éducation et justice. Et face à la crise, il défend l'idée d'une majorité très élargie en invitant tous les réformateurs à le suivre. En 2007, on a été très près de pouvoir gagner le 2e tour, c'est-à-dire de pouvoir être élu. Et moi, je trouve qu'il y a en 2012 plus de raisons encore de choisir cette voie nouvelle. Et donc plus d'attentes et plus de déception dans d'autres candidatures. Si les récents sondages ne le créditent que de 7 à 9% des intentions de vote, sa candidature intéresse. PS et UMP n'ont pas attendu son officialisation pour lui faire des appels du pied soutenus. Je le dis, François Bayrou est très clairement, au regard de sa propre pensée et de ce qu'il a fait par le passé, très clairement dans notre famille politique. Et au soir du premier tour, tous ceux qui voudront se tourner vers le Parti socialiste seront les bienvenus autour du Parti socialiste. Y compris François Bayrou. Y compris François Bayrou. Contrairement à 2007, François Bayrou prendra position pour un candidat s'il n'atteint pas le second tour. Son choix peut décider un électorat centriste, très convoité, d'où ce jeu de séduction.
Mais le candidat du MoDem a déjà prévenu ce soir, il ne cédera rien à François Hollande comme à Nicolas Sarkozy. Alors François Bayrou, candidat incontournable, il faudra pour ça réussir un résultat à 2 chiffres au soir du premier tour. L'invitée politique du 22h, elle est vice-présidente du MoDem, députée européenne, Marielle de Sarnez. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, François Bayrou est donc candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Est-ce que l'homme de 2012 est différent de celui de 2002 et de 2007 ? Oui. Alors il reste en cohérence avec ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement honnête, qui dit toujours, qui regarde les choses avec lucidité, qui dit la vérité sur les choses. Il avait alerté sur toutes les difficultés du pays depuis longtemps. Et en même temps, il y a quelque chose chez lui peut-être de plus serein, de plus apaisé. Il est plus dans l'idée, on va dire, du rassemblement, vu les grandes difficultés du pays. Et donc c'est bien qu'il soit plus apaisé, je crois. Je vous montre ce papier du Monde, l'ombre d'un doute. Est-ce que le fait qu'il y ait un doute l'a fait mûrir, changer peut-être en tant qu'homme ? J'aurais plutôt titré « Sans l'ombre d'un doute ». Ah, c'est-à-dire d'accord. Donc il n'a pas changé. Donc, je veux dire, François Bayrou, de ce point de vue-là, a toujours pensé qu'on pouvait relever le pays, qu'on pouvait mobiliser les Français, qui avaient un chemin qui était différent de celui, au fond, on va dire, de la droite et de la gauche classique, quoi. Et ça, c'est vraiment en grande cohérence chez lui. Alors, on va parler de ce chemin. Mais pendant toutes ces périodes, il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas pendant lesquels beaucoup de ses lieutenants se sont éclipsés. Et pas vous, Marielle de Sarnez, toujours fidèle. Est-ce que vous avez la même foi en lui, en son destin, que lui-même en son destin ? Je ne sais pas si c'est foi en son destin. En tous les cas, je lui fais confiance. Je connais les qualités humaines. Et moi, je sais une chose, c'est que dans les temps de crise dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous allons être, parce qu'on n'est pas sorti de la crise, ça va malheureusement, je le crains, être pire, il faut des hommes de caractère. C'est le cas avec lui, selon vous? Exactement. Il a été le premier à avoir dressé le diagnostic de la spirale infernale, de la dette publique. Et ça va être l'un des thèmes majeurs de la présidentielle. Mais est-ce que pour autant, cette primeur va lui donner un avantage dans cette campagne où tout le monde en parle? Je crois que c'est bien que tout le monde en parle aujourd'hui. À l'époque, les responsables politiques regardaient François Bayrou en disant « Mais enfin, pourquoi il parle de la dette? Pourquoi il dit « Je ne ferai pas de promesses? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne fait pas de politique comme ça ?» Eh bien si, on devrait faire de la politique comme ça. Et on a perdu au fond beaucoup de temps. Si les hommes politiques avaient entendu et écouté François Bayrou depuis 5 années ou 6 années, l'état du pays ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc ils ont une grande part de responsabilité. Je crois que les Français reconnaîtront à François Bayrou le mérite de la cohérence et de la lucidité et d'un discours de vérité. Et c'est bien aussi, parce que c'est comme ça qu'on recrée la confiance peut-être entre le peuple et les hommes politiques. Dans un sondage à l'H2 pour le Nouvel Observateur, une majorité de Français estiment que le candidat centriste, François Bayrou, est plus proche de François Hollande que de Nicolas Sarkozy. Ils ont raison. Écoutez, j'ai vu des sondages extrêmement contradictoires. Donc moi, je crois qu'il y a un électorat potentiel, au fond, important, d'un tiers de Français qui ne se reconnaissent pas dans l'UMP ou dans le Parti socialiste, qui ont envie que le pays se redresse, qui ont envie que quelqu'un arrive et apporte une solution nouvelle et leur propose probablement quelque chose de nouveau. Moi, je dis toujours, à circonstances exceptionnelles, réponse ou solution exceptionnelle. Il y a un potentiel, et on va être dans ces circonstances. Marielle, il y a un potentiel à droite, ce sont les déçus du sarkozysme, mais à gauche, ils attendent autant de François Hollande. Pourquoi iront-ils vers François Bayrou? Il y a un potentiel à droite dans les déçus du sarkozysme. Il y a un potentiel à l'extrême droite dans des gens qui, au fond, refusent le système et souhaitent renverser la table. Il faut que nous leur disions, c'est pas tant le moment de renverser la table, mais c'est le moment de reconstruire. Et puis il y a un potentiel à gauche de ceux qui voient bien que le programme de François Hollande avec tout cela, vous êtes au second tour. Insoutenable. Exactement. Et pourtant, c'est à nous d'en faire la preuve dans les mois qui viennent. Pour la première fois, François Bayrou a dit qu'il donnerait une consigne de vote au second tour. C'est fini, le ni-ni. Est-ce que vous y pensez déjà, cette consigne de vote? Pas du tout. Il l'a dit, parce que je vais vous le redire, si vous voulez, comme ça sera dit pour les mois qui arrivent. Nous ferons tout pour être au deuxième tour. Tout. Parce que nous savons que seul un président comme François Bayrou pourra changer les choses dans le pays. Seul un président libre, impartial, n'étant d'aucun clan et d'aucun parti de droite ou de gauche, pourra au fond rassembler les Français, les mobiliser pour sortir le pays de la crise. Donc c'est une question de sursaut national, c'est une question de redressement. Donc c'est une question absolument vitale. Alors si jamais ça ne se produisait pas comme ça, mais je ferai tout, nous ferons tout pour que ça se produise comme ça, eh bien François Bayrou l'a dit, on ne va pas le redire tous les jours, on prendrait position. Mais j'ai tout à fait bon espoir
que François Bayrou soit cette fois-ci au deuxième tour. On va comprendre sur quel point, peut-être vous pouvez pencher vers l'un ou l'autre. Sur la règle d'or, par exemple. Non, je ne vous répondrai pas comme ça. Moi, je vais vous donner nos positions à nous. Je ne vous ai pas encore posé la question. Non, mais vous avez dit que vous allez pencher vers l'un ou vers l'autre. Il ne s'agit pas de pencher vers l'un ou vers l'autre. Il s'agit de s'adresser aux Français pendant les mois qui viennent. C'était d'ailleurs tout le sens du message de François Bayrou aujourd'hui. J'ai trouvé très fort, très dense, si et en même temps très émouvant. Vous pencherez bien. Non, mais je vous ai répondu une fois en disant si on n'est pas au deuxième tour, voilà, on prendra position. Mais évidemment, mon énergie et notre énergie, elle va être tendue vers la présence sur la règle d'or, tour. Défendue par François Bayrou, évoquée ardemment par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Évoquée ardemment, récemment, on va dire, hein, parce que je vous rappelle que Nicolas Sarkozy est élu depuis 2007 les quand socialistes même, et en aurait pu parlent. le faire. Les socialistes de cette règle d'or en parlent pour l'après-présidentielle. Est-ce que vous comprenez leur position? Non. Mais je ne comprends pas non plus celle de Sarkozy. Hein. À la vérité, la règle d'or, il fallait la voter dès 2007, c'est-à-dire au début de son mandat. Et ça aurait évité beaucoup de dérapages. Alors, est-ce que c'est tardif aujourd'hui? Oui, c'est tardif. Est-ce que Nicolas Sarkozy le gère comme une sorte un peu peut-être de piège politique à l'égard de l'opposition? Oui. Mais je vous le dis, s'il y avait un congrès, et s'il nous demandait de voter, François Bayrou voterait la règle d'or parce qu'il est en cohérence avec ce qu'il a toujours demandé. Vous êtes optimiste pour le Conseil européen qui se tiendra ce jeudi et vendredi, dont on dit qu'il sera très important pour la zone euro? Je ne suis pas très optimiste. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait pris le bon chemin d'un accord politique global équilibré. Quand je dis accord politique global équilibré, ça veut dire au fond qu'on ait enfin une Europe politique, pas réduite à simplement France et Allemagne, hein, qui retrouve l'esprit communautaire, qui assure la solidarité aux États membres, qui puissent leur prêter de l'argent, par exemple, moins cher que sur les marchés, mais qui en retour exige des États membres qu'ils fassent chez eux les efforts qu'ils doivent. Qui c'est qui ramènera cette Europe? C'est François Bayrou? Pas seulement. Pas seulement, ensemble avec les 27. Tous les peuples qui forment l'Europe. Pour terminer, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une anecdote. Elle n'est pas de moi, c'est celle du député des Pyrénées-Atlantiques que vous connaissez bien, Jean Lassalle. Oui. Il parle de sa rencontre avec Bayrou. Quelqu'un de formidable. Voilà ce qu'il dit. Je devais avoir 17 ans, lui 21, c'était la première fois que je le voyais. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un coup de main. Je pensais qu'il était tombé en panne. En fait, il m'a dit « Je serai président de la République. J'ai besoin de toi. » Que vous a-t-il dit la première fois, Marielle de Sarnez, la même chose? Je ne me souviens pas de la première fois, mais ce que je sais, c'est qu'on a toujours partagé, au fond, ce même objectif, que voilà, la France soit gouvernée au centre, disaient quelquefois d'autres plus anciens. Je crois qu'on a besoin de cette majorité centrale pour réformer le pays. Je crois que le pays a vraiment besoin de réforme et de justice. Toujours fidèle à lui-même et vous, toujours fidèle à lui. Et Jean Lassalle, par ailleurs, est quelqu'un de formidable. Merci beaucoup, Marielle de Sarnez, d'avoir été notre invitée ce soir. Et la suite du 22h avec dans un instant le décryptage de Jean-Louis Gombault sur les mésaventures du Rafale de Dassault qui n'arrive pas à décrocher un contrat de vente à l'étranger. Ce qui a fait dire aujourd'hui au ministre de la Défense que si cette situation perdurait, l'arrêt de la production de l'avion de combat serait envisagé. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Les détails avec Monir Soussi. Sur le champ de bataille, le Rafale fait l'unanimité. Dans le ciel libyen, l'avion français a démontré ses atouts. Mais dans la guerre des contrats, l'avion de Dassault s'écrase systématiquement. Après des échecs à Singapour, en Corée du Sud et au Maroc, la Suisse vient de rejeter le Rafale. Des échecs à l'export qui pèsent sur le budget de la défense. Le programme Rafale aura coûté plus de 43 milliards d'euros aux contribuables. Alors, le ministre de la Défense annonce aujourd'hui que si Dassault ne trouve pas d'autres débouchés, le programme du chasseur français sera remis en cause. Un constat compréhensible, même s'il brise un tabou. Tous les grands programmes d'armement devront se faire à plusieurs pays et si possible pour gagner de l'argent et non pas pour en dépenser plus. Mais il est clair qu'on ne pourra plus se payer un avion franco-français à échéance 20-30 ans. L'hypothèse d'un arrêt des chaînes de production d'ici à 2030 met 7000 emplois en danger, mais pas seulement. Et le problème, c'est tous les savoir-faire qui sont aujourd'hui détenus par cette société, qui risquent effectivement de disparaître et de ne pas être au rendez-vous de l'avion du futur. Dernier espoir pour le Rafale, la signature de contrats avec l'Inde, le Brésil ou les Émirats arabes unis qui négocient toujours avec l'avionneur français. Et sur ce sujet, le décryptage de Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Alors pourquoi l'État français envisage d'arrêter cette chaîne de production de cet avion? Alors, ce qu'a dit M. Longuet sur LCP aujourd'hui, c'est en 2018, on aura terminé notre contrat avec vous, c'est-à-dire l'achat de 186 avions Rafale. 100 ont déjà
été livrés. Et à partir de là, on arrêtera les frais. Autrement dit, si vous n'exportez pas, eh ben, vous ne produirez plus à partir de 2018. Alors on arrêtera les frais. Pas tout à fait, parce que jusqu'en 2030, il y a le problème de la maintenance des Rafales. En réalité, la maintenance, ça vaut pratiquement 2 fois le prix de l'avion, donc c'est quand même une charge de travail. Mais à partir de 2018, il y aura déjà un problème, notamment pour les bureaux d'études de Rafale. Alors pourquoi la question de l'exportation est aussi importante? Parce que dans le contrat qui lie l'État aux avions d'assaut, il est prévu que les ventes qui ne se font pas à l'extérieur sont récupérées, compensées en partie par des achats de l'armée de l'air française, tout simplement parce qu'il fallait quand même assurer un minimum de débouchés à des avions qui coûtent trop cher pour qu'ils puissent être prévus. Par exemple, sur l'histoire d'Abu Dhabi, eh ben, ça va nous coûter quand même 800 millions d'euros. Donc c'est important pour le budget de l'État français, d'autant plus, comme cela vient d'être dit, ça va nous coûter globalement, quand tout sera terminé, 40 milliards d'euros, alors que tous les budgets sont en restriction. Donc Longuet leur dit, écoutez, maintenant, il ne faut plus simplement reposer sur nous, il faut quand même que vous débrouillez à exporter votre avion. Jean-Louis, pourtant, certains disent que cet avion, il a fait ses preuves dans le ciel libyen. Il n'a pas fait que des tours en rond dans le ciel. Alors pourquoi on n'arrive pas à le vendre à l'exportation? Alors, le nombre de ventes qu'on a ratées, j'ai calculé, c'est au moins 150 avions qu'on espérait vendre à l'exportation et qui n'ont pas été vendus entre le Maroc, Abu Dhabi, le Brésil, etc. La réponse qui est faite par les clients, c'est généralement trop cher. À 140 millions d'unités du Rafale, c'est trop coûteux. Alors soit il est trop cher pour ce qu'il est, soit les pays ne peuvent pas se payer une si belle mécanique. Alors je ne sais pas quelle est les deux hypothèses qui est la bonne, mais c'est l'une des deux. Alors le problème, on revient à la question de l'exportation. Pourquoi M. Longuet insiste beaucoup sur l'exportation? Parce que le fait même que Dassault soit assuré d'avoir un gros client en France à un bon prix, ne l'incite pas à faire des efforts particuliers sur l'exportation. Regardez ce qu'ont dit les autorités d'Abu Dhabi, ils ont parlé d'arrogance de M. Dassault, enfin de la société Dassault, parce qu'évidemment, alors on est dans une négociation de marchand de tapis, c'est pas parce qu'on est à Abu Dhabi que c'est des marchands de tapis, mais de toute façon, une négociation de marchand, donc je ne sais pas où est l'arrogance, mais il n'a pas voulu discuter. Or, ce que vient de dire M. Longuet est à la veille de la négociation avec l'Inde. Il y a 160 avions. Donc, il lui dit, en quelque sorte, il faut que cette fois-là, vous fassiez un véritable effort, parce que j'ai retiré le parachute du Rafale, en réalité, c'est-à-dire en 2018, vous ne pouvez plus compter sur nous, donc maintenant, il faut que vous fassiez des efforts. L'avertissement est clair. L'avertissement, je crois, est clair. Merci Jean-Louis. Restez avec nous. C'est l'heure à présent, comme tous les mercredis soirs, de l'analyse politique du 22h avec nos invités ce soir. Je vous le présente avec plaisir. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bienvenue à vous, directeur du département opinion du CSA, et notre chroniqueur et éditorialiste aux Échos, Guillaume Tabar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, deux thèmes ce soir au menu. Le clivage gauche-droite sur le droit de vote des étrangers, en débat demain au Sénat. Et puis, la règle d'or, vous nous direz d'ailleurs si elle peut se transformer en piège pour la gauche. Mais d'abord, le troisième homme, celui qui est porté par la certitude de son destin. Il s'agit bien sûr de François Bayrou. On va faire un décryptage de son discours. Guillaume Tabar, il y a eu d'abord beaucoup de références littéraires. Il y a eu Victor Hugo, il y a eu la phrase de Dubélé, France, mère des armes et des lois. Ça lui ressemble beaucoup. Bah oui, on sait que François Bayrou est agrégé de grammaire, qui a toujours aimé les lettres et qu'il aime bien afficher sa différence d'avec les autres politiques. Cela dit, une petite précision. Vous avez dit le troisième homme, bien évidemment, François Bayrou. À ce jour... Ah non, oui, bien évidemment, celui qui est porté par la certitude de son destin. Voilà, pas bien évidemment. À ce jour, dans les sondages, vous avez raison. Je passe sous le contrôle de Jean Sainte-Marie. Vous avez raison. Le troisième homme, c'est une troisième femme, c'est Marine Le Pen. Donc François Bayrou fait le pari d'être capable dans cette campagne de remonter son retard et de la doubler pour être en troisième, voire en seconde position. Mais pour l'instant, il ne part pas comme troisième homme de cette campagne. Justement, dans son discours, il s'est présenté comme celui qui avait vu juste avant les autres, avant tout le monde, sur la lutte contre la dette. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut lui accorder cela? Je ne sais pas, je n'ai pas fait une recension complète et critique de toutes les déclarations. Mais est-ce qu'il est perçu comme ça par les Français, comme celui qui depuis 2007... Vraiment, vous savez, le fait d'être rejoint par les autres candidats sur un thème n'est pas en soi porteur de victoire. Au fond, François Mitterrand avait récupéré au fil des années, beaucoup d'idées de Michel Rocard. Ça n'a pas empêché de le dominer politiquement continuellement. C'est même presque
embarrassant finalement pour François Bayrou de ne plus avoir cette spécificité programmatique. Maintenant, le fait qu'il faille être prudent par rapport à la dépense publique est la chose la mieux partagée du monde. Par ailleurs, en 2007, quand même, déjà, le thème de la dette était très présent dans les discours des candidats. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais Ségolène Royal avait commencé son premier discours de candidate, Villepinte, son grand meeting, par le thème de la dette, ce qui avait beaucoup surpris d'ailleurs ses amis. Donc il n'a pas le monopole du combat contre la dette. Alors Jean-Louis, il y a eu aussi dans ce discours des références à Robert Schuman, père de l'Union européenne, à Jacques Delors aussi. Est-ce que François Bayrou, c'est clair, c'est un Européen dans son âme et dans ses tripes? Depuis toujours. J'ai toujours entendu parler François Bayrou est fondamentalement un Européen. Il y a un thème quand même sur la question de la dette, c'était quand même le plus virulent et celui qui a été quand même, qui a plus insisté sur le danger de la question de la dette. Il a rajouté un nouveau thème à sa campagne sur acheter français dans sa dernière, c'est-à-dire je me demande à qui faisait appel lui. Il n'a pas dit produire français, il a dit acheter français. Le problème avec François Bayrou, de mon point de vue sur les questions économiques, c'est qu'il lance des thèmes sur la dette, sur acheter français, sur l'Europe, mais il n'y a pas beaucoup de consistance sur les moyens. Par exemple, lorsqu'il parle de la dette, par exemple, il ne nous dit pas où il va faire des économies sur les questions du déficit. On sait qu'il était par exemple, un grand défenseur de l'éducation nationale et de l'embauche de professeurs, mais il a rejeté l'idée de François Hollande sur l'embauche des enseignants, mais il n'est pas concret sur les économies qu'il compte faire. Et en fait, la force de François Bayrou, c'est la faiblesse de ses concurrents. Face à Nicolas Sarkozy, il va jouer sur le rejet d'une partie de l'électorat du centre, mais aussi de la droite, sur la lassitude, la déception. D'ailleurs, on a entendu Marielle de Sarnez tout à l'heure vous le dire. Et puis, il va parier aussi sur les faiblesses du programme de François Hollande. Il l'a dit aussi dans son discours, toutes les mesures proposées par François Hollande sont inapplicables, que ce soit celles bien sûr de recrutement des professeurs, les contrats jeunes, les contrats génération, etc. Le potentiel de François Bayrou, me semble-t-il, est une nouvelle fois, d'ailleurs, comme c'était le cas en 2007, plutôt à gauche, au centre-gauche. C'est-à-dire qu'il a, je crois que s'il doit récupérer des voix, ça sera sur celle de François Hollande. Sur Nicolas Sarkozy, ça paraît très difficile. Nicolas Sarkozy est tombé très bas dans les sondages. Il est en légère reconquête, c'est pas encore flamboyant. Mais en tout cas, ceux qui le rejoignent aujourd'hui ne repartiront pas d'ici à l'élection. C'est extrêmement improbable. De ce point de vue-là, il a sans doute intérêt, François Bayrou, à être sur quand même quelques lignes très claires et qui parlent à cet électorat relativement diplômé, très européiste du centre-gauche. Le fait de lancer ce thème de l'acheter français est un peu surprenant parce que finalement dans la crise que l'on connaît, l'idée même d'Europe est problématique. C'est une Europe en recomposition. Certains partisans du non se disent finalement nous aussi on avait eu raison et certains européistes sont un peu aujourd'hui orphelins. La gauche est gênée et Nicolas Sarkozy est ambigu. Il pourrait justement tracer son sillon là-dessus, sur un axe certes minoritaire, mais lui permettant de rejoindre des scores au-delà des 10 points, score qu'il n'atteint pas actuellement. Oui. Concrètement, sur ce concept d'acheter français, ça permet aussi peut-être de créer des emplois, de refaire partir la production. C'est un vieux thème, certes, mais est-ce qu'il est si... Il y a deux choses différentes. Il y a le thème de la production. Et Jean-Louis avait raison de souligner que l'évolution sémantique de François Bayrou, le thème de la production, de la relocalisation de la production industrielle, ça c'est un thème que l'on entend très présent chez tous les candidats. François Hollande le dit, Nicolas Sarkozy le dit, Marine Le Pen le dit, François Bayrou le dit. Et Bayrou a senti que comme pour la dette finalement, comme tout le monde est sur ce terrain, lui a décidé de se décaler un peu en parlant du acheter français. Et là je trouve qu'on touche du doigt une vraie ambiguïté de la campagne de François Bayrou. Parce que d'un côté, il joue l'homme de gouvernement. Le fait qu'il soit entre le PS et l'UMP, dans cette position centrale. Et en même temps, il y a ce acheter français, un slogan presque un peu populiste. Et puis, on a entendu tout à l'heure Marielle de Sarnez, et je crois que c'est la première fois qu'on entend un dirigeant centriste dire « Nous avons des réserves, nous avons chez Marine Le Pen, à l'extrême droite. » Donc, il veut à la fois jouer ce positionnement du candidat anti-système. Et je pense que le thème du produit français est le prolongement programmatique du positionnement tactique anti-système. Et donc, je crois là, c'est la voiture balai qui va ramasser les voix partout. Il y a une vraie ambiguïté dans sa démarche aujourd'hui. Dans produire français, vous avez de la politique. Dans acheter français, c'est un appel à la morale. On ne peut pas convaincre les gens d'acheter français. Donc il y a quand même, c'est curieux, parce que qu'est-ce que peut un homme politique sur acheter français, à part les entreprises nationales, ce qui est interdit par la réglementation européenne. On passe
Allez, autre thème ce soir, c'est le clivage gauche-droite qui se dessine sur deux questions importantes. La règle d'or, on va en parler dans un instant, mais le droit de vote des étrangers, surtout aux élections locales, qui sera demain en débat au Sénat. Guillaume Tabar, demain, il y a François Fillon qui se déplace pour combattre ce texte. Il y a Jean-Pierre Bel qui descend dans l'arène pour le défendre. Pourquoi une telle mobilisation, mais d'abord de la part de la droite? Oui, il y a François Fillon qui intervient bien sûr demain au Sénat. Mais il y a aussi sans doute Nicolas Sarkozy qui devrait, si ce qu'on m'a dit est juste, qui devrait intervenir lui-même dès le vote de la proposition de loi. Alors, ce qui est compliqué parce qu'on ne sait pas à quelle heure exactement elles seront votées, et puis lui, il y aura quand même accessoirement un sommet européen. Puisque vous savez tout, dites-nous, intervenir, c'est-à-dire sous quelle forme? Alors, ça peut être un communiqué, ça peut être une déclaration, mais en tout cas, il veut très très vite, dès le vote de la proposition de loi, intervenir, monter au créneau, à la fois pour souligner les ambiguïtés juridiques du texte, le fait que ce soit un texte voté il y a 2 législatures antérieures, qui soit repris, même si c'est constitutionnellement valide, pointer aussi le problème de fond du lien entre citoyenneté et droit de vote. Il y a un argument même que devrait développer François Fillon, qui est de dire, puisque la gauche nous dit, des gens qui payent des impôts, eh ben, ils ont le droit de voter. Donc faire un lien entre l'impôt et le vote, François Fillon va dire, c'est la définition du suffrage censitaire, et ça, c'est pas la République. Et je crois que le second point, c'est que, au-delà du clivage droite-gauche, il y a un clivage presque sociologique. Il semblerait, et là aussi je parle sous le contrôle de Jérôme Sainte-Marie, que les catégories les plus populaires soient les plus hostiles au vote des étrangers. Et c'est ça que Nicolas Sarkozy veut... Selon lui, c'est un thème qui divise, en tous les cas, les Français. C'est le cas, Jérôme Ça Sainte-Marie? divise les Français, mais je ne crois pas qu'il y ait une espèce de... Comme souvent d'ailleurs, je trouve qu'on accentue un petit peu le caractérisation, je suis désolé, des classes populaires comme finalement très figées, très sectaires, nationalistes, etc. Puis des classes supérieures qui seraient ouvertes et dans tout ça, tolérantes. Non, je crois que c'est avant tout un clivage politique. Alors, qu'en pensent les Français? Il y a un vrai problème sur la mesure même d'ensemble, puisque un petit point de technique, j'en suis désolé, il se trouve que la plupart des questions qui sont posées sur le thème sont toujours contextualisées depuis quelques années. On dit, vous savez que les membres, les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de vote aux élections locales en France. Point. Maintenant, est-ce que vous considérez qu'il faut étendre ce droit aux étrangers issus d'autres pays que ceux de l'Union européenne? Alors évidemment, dans un tel contexte, à moins d'être radicalement raciste, on a du mal à répondre non, et ce qui fait qu'on a atteint des scores de plus de 60% en faveur de ce droit, en tout cas de cette revendication de droit. Et quand on pose la question sans la contextualiser, les résultats sont beaucoup plus équilibrés, avec un très fort rassemblement de la droite, aussi un rassemblement de la gauche d'ailleurs, mais un rassemblement de la droite, c'est plus utile dans la perspective des reports de voix du Front National pour le second tour. Et justement, parce qu'on entend plus l'UMP que le Front National sur cette question, est-ce qu'il s'agit de neutraliser aussi de Marine Le Pen? Mais je pense que si la stratégie de Nicolas Sarkozy, Jérôme Sainte-Marie l'a dit, c'est pas tant de refaire le coup de 2007. 2007, il avait siphonné dès le premier tour les voix du Front National. Il sait que cette fois-ci, en raison de déceptions qu'il a entraînées dans cette catégorie de l'électorat, qu'il ne les aura pas au premier tour. Mais il veut que les électeurs du Front National du premier tour se disent, lorsqu'il faudra choisir entre Hollande et Sarkozy, il y en a un qui est pour le droit de vote des étrangers, un qui est contre. Donc c'est ce réflexe en termes de report de voix sur lequel il veut jouer aujourd'hui. Alors, autre sujet d'affrontement frontal entre droite et gauche, c'est la question importante de la règle d'or et peut-être le piège qui pourrait se refermer sur la gauche qui renvoie cette question à l'après-présidentielle. Est-ce que, Guillaume, c'est vraiment un piège pour François Piège Hollande? symbolique, oui. Piège constitutionnel, non, parce que maintenant, vous savez que Nicolas Sarkozy pourrait aller au bout du piège en disant, après tout, puisque maintenant tout le monde a pris conscience de l'urgence de réduire les déficits, maintenant je vais au Congrès et que je mets chacun devant ses responsabilités. Sauf que ce qu'il annonçait lundi, c'est que les pays de la zone euro allaient travailler ensemble à la définition d'une règle d'or. Donc la règle d'or sur laquelle il va travailler et qui va peut-être sortir du sommet de Bruxelles ne ressemblera pas exactement au texte déjà voté par les 2 assemblées françaises. Donc il faudra de toute façon un nouveau texte et donc il n'y aura pas de congrès avant. Donc politiquement, ça va servir un peu comme chiffon rouge, comme épouvantail, pour dire, voyez, les socialistes qui décidément refusent d'être responsables, mais juridiquement, il ne va rien se passer avant la présidentielle. Jean-Louis, est-ce que c'est une arme efficace pour lutter contre justement l'affût des déficits? Parce que souvent on entend les socialistes dire que c'est une ligne de plus en fait. Mais quand il y a la volonté politique, on peut lutter contre le déficit. Oui, le problème c'est d'abord que la règle d'or, elle existe de fait déjà dans le traité d'Amsterdam. Mais le problème de cette règle d'or et le combat qui se livre sur ce thème est assez étrange parce qu'en réalité, l'importance qu'a Guillaume, c'est-à-dire il faudrait définir. Alors si c'est simplement, il faut que le déficit soit 0, c'est très simple. Mais le problème c'est
qu'on ne peut pas dire que le déficit soit de 0. Il faut tenir compte des spécificités de la situation économique globale, donc il va falloir la définir. Donc le fait, on se bat sur quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Tout le monde est pour la réduction du déficit, même M. Hollande est pour le déficit 0, mais on se bagarre sur une règle d'or dont la définition n'est pas encore déterminée, n'est pas encore connu, ce qui fait qu'on a l'impression d'un grand cafouillage général sur cette affaire. Et c'est un dilemme, Jérôme Sainte-Marie, pour quand même François Hollande. Comment faire sérieux et responsable tout en rejetant cette règle? La ligne de crête est plutôt étroite. Oui, l'idée n'est pas de se faire forcément sérieux et responsable, si vous voulez. Aux yeux des Français, il vaut mieux pour être élu, non? Oui, il y a différentes façons d'être responsable, il n'y a pas une seule politique économique possible, etc. Non, je crois que le souci de François Hollande, en apparence, c'est de donner raison à Nicolas Sarkozy, de se rallier à une proposition du chef de l'État, du gouvernement. C'est gênant pour un opposant qui est candidat. Mais ça, c'est uniquement l'apparence. La réalité, je crois, elle est plus profonde. C'est simplement que le fait d'accepter une telle règle d'or revient à dire clairement aux Français, et là, notamment à l'électorat populaire, que, il y aura une politique économique qui sera à peu près la même, une rigueur budgétaire qui ne permet pas davantage de dépenses publiques, et que donc les lendemains qui chantent sont vraiment pas pour très proches. Donc c'est ça bien le souci, et c'est le grand souci de François Hollande, c'est de devoir faire campagne à gauche sans promettre. Et on voit bien que ces atermoiements, cette difficulté de François Hollande peut-être, pour revenir au début de l'émission, à un avantage pour François Bayrou. Au fond, plus François Hollande paraît hésitant, plus il paraît ambigu, et plus François Bayrou, qui a au moins toujours cette carte de la détermination, et la détermination extrême même, d'un caractère très puissant, peut engranger par un différentiel davantage de voix. Pour finir, messieurs, puisqu'on parle de déficit et d'économie, Jean-Louis, deux informations. La première, c'est que Standard & Poor's place ce soir sous surveillance négative plusieurs banques en Europe. Et à l'instant, la même agence qui place sous surveillance la note AAA de l'Union européenne. Votre analyse et puis quelles conséquences? Les conséquences, c'est-à-dire que Standard & Poor's maintenant tire à vue. Elle a dégradé aussi dans l'après-midi une foule d'organismes publics français, l'UNEDIC, la CADES, RFF, tout le monde est dégradé. Évidemment, si vous dégradez l'actionnaire principal, vous êtes obligé de dégrader tout ce qui est en dessous. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et comment ça se fait qu'on dégrade la note AAA de l'Union européenne avant le sommet de jeudi et vendredi? On n'attend même pas ce qui pourrait sortir de ce sommet? Puisque de toute façon, l'Allemagne, la France, tous les pays de la zone euro et l'ensemble qui sont... donc c'est le paquet. Voilà, donc on est dans un jeu de domino en quelque sorte. Donc tout est prévisible finalement. Tout est prévisible, bien sûr. Et évidemment, on commentera ensemble. Sauf le hasard. Ce sommet européen de jeudi et vendredi. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse à suite du 22h. Et tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Mikhail Gorbatchev sort de son silence et demande l'annulation des élections législatives en Russie. Malgré les arrestations de ces derniers jours, la contestation grandit dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ce soir encore, plus de 70 personnes ont été interpellées dans la seconde ville russe. Sur les réseaux sociaux, l'opposition lance des appels pour poursuivre le mouvement. Le Sénat continue de retoquer le plan de rigueur du gouvernement. Cette fois, il s'attaque au nouveau taux de TVA à 7%. La Commission des finances a décidé de supprimer ce taux pour le maintenir à 5,5%.